Travail, encore travail, rien que travail. Voilà le cap on ne peut plus clair fixé par le président de la République pour l'amélioration du quotidien des Maliens au gouvernement. Modibo Keïta, le premier conseil des ministres est tenu ce matin. Tout le monde était à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un seul titre pour ce journal et bienvenue donc dans ce journal. Premier conseil des ministres, la nouvelle équipe gouvernementale était au grand complet ce matin à Koulouba autour du président de la République pour le premier conseil des ministres. Occasion pour Ibrahim Boubacar Keïta de féliciter les ministres pour la confiance placée en eux avant de les inviter au travail. Rien que le travail pour le chef de l'État. Deux défis s'imposent, la sécurité et l'amélioration du quotidien des Maliens. Sidiki Dambélé a suivi pour nous. C'était la rentrée ce mercredi pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Modibo Keïta. Ils étaient tous là, les 29 ministres, dont 3 femmes autour du président de la République, pour ce premier rendez-vous crucial où le cap est fixé. Pas de grands discours du président Ibeka, mais juste une redéfinition des priorités ou des défis de l'heure. D'abord, les défis sécuritaires, avec en prime la signature d'un accord de paix avec les groupes armés. Il s'agit d'entraver par tous les moyens possibles le processus en cours en Alger. Des rassemblements que l'on croyait révolus, des groupes armés pour former une armada qui va aller à l'assaut de qui et de quoi. Dans le même temps où l'on nous a vu, nous, respecter scrupuleusement toutes les clauses du cessez-le-feu. Cela aussi devrait être acté par la communauté internationale. Nous nous ferons fort en droit de le faire savoir. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc un défi sécuritaire énorme. Dans les villes comme dans les campagnes, des incursions récentes à Nampala et à Tenenkou nous ont réveillés si jamais nous nous étions assoupis. La bête rôde, elle est féroce. Et ce qui se passe autour de nous un peu plus loin nous appelle à une vigilance de tous les instants. Le combat qui nous a valu d'être en le nom de la République du Mali, au rang des chefs d'État appelés à signifier de la manière la plus forte notre refus de l'indicible, de ce qui ne peut pas être toléré par une conscience humaine digne de ce nom. Il nous a vu défiler sur le boulevard parisien. Ce combat, je l'ai toujours dit, est le même. Urbi et orbi. Le second défi reste selon lui l'amélioration du quotidien des Maliens tout en assurant un futur meilleur avec un taux de croissance à 2 chiffres. Une mission essentielle pour le nouveau gouvernement appelé à jouer collectif pour un succès collectif. Et là-dessus, le président de la République est un peu plus clair. Il reviendra donc de suivre au quotidien l'action de votre gouvernement pour que, à chaque instant, les unes et les autres s'interrogent sur l'effectivité de leur contribution à faire le Mali mieux aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Cela, Monsieur le Premier ministre, est attendu de nous et je souhaite que chacun s'en imprègne. Et je veux dire également, mesdames et messieurs les ministres, que je ne tolérerai aucun écart vis-à-vis du chef du gouvernement. Aucun écart. Aucun écart. Le moindre écart, Monsieur le Premier ministre, je l'appellerai à réaménagement ministériel. Immédiat. 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 Quiconque s'aviserait de mettre votre autorité en cause ou en doute le saura à ses dépens. Nous sommes là pour gérer ce pays avec rigueur, avec sérieux, avec responsabilité. Les Maliens ne m'ont pas élu pour faire de la figuration. Ils m'ont élu, sachant qui je suis, pour que leurs espoirs d'un futur meilleur s'accomplissent de la façon la plus heureuse, la plus responsable et la plus digne du Mali de son histoire. Pour relever ces défis, il faut de la cohésion, de la rigueur, de l'intégrité et surtout de la discrétion. Dorénavant, j'ai instruit les services de pister toute fuite du Conseil des ministres. Les services ont reçu une mission de moi de veiller rigoureusement à cela. Un pays sérieux délibère en Conseil des ministres
de la manière la plus responsable possible et cela se gère à ce niveau-là et ce niveau seul, pas ailleurs. Enfin, pour Ibeka, fini le temps de l'euphorie. Le temps est donné et il faut y aller maintenant, car ça urge. Le président de la République ce matin au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Et le gouvernement commence la tâche donc dans un élan de renforcement des acquis. La première leçon du jour a été suivie avec beaucoup d'attention. Et oui, la ponctualité était de mise. Tous les ministres étaient à l'heure. Nyanya Aliou Traoré, qui était sur place, fait le constat. Imaginez Koulouba comme un grand navire prêt à lever l'ancre. Premier arrivé sur le quai, le secrétaire général du gouvernement, Mme Diakité Fatoumata Ndiaye. Comme à son habitude, discrète mais présente. Arrêtons-nous un instant sur l'arrivée du directeur de cabinet du président de la République. Toumani Djimé Diallo respecte la tradition. Sa cravate est encore rouge, comme il y a 9 mois de cela, lors de la tenue du premier conseil des ministres du gouvernement précédent. Ensuite, tout s'enchaîne. Le bord du bateau est pris d'assaut. Tous sont prêts pour embarquer. Le ministre du Développement rural, le docteur Boukari Keïta, planche sur la continuité de l'action gouvernementale. Le même département, dans le même format, je pense qu'on fait a été satisfaisant. On a pensé qu'on devrait poursuivre avec plus d'enthousiasme et plus de résultats. Beaucoup de ministres ont changé de portefeuille. Parmi eux, Maître Mohamed Ali Bachili. Il quitte la justice pour le foncier. Je le connais un peu. Je m'en occupais quand ce n'était pas mon domaine. Je m'en occuperai davantage maintenant. Tchéman Hubert Koulibaly occupe maintenant le département de la Défense. Véritable changement de cap et plus de responsabilités dans le contexte actuel du pays. Il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Merci. L'ancienne ministre de la Culture voit son département renforcé, ce qui lui permet d'être plus complète dans ses activités, confie-t-elle. C'est une famille qui se retrouve, le tourisme, l'artisanat et la culture. Nous ferons de notre mieux pour relever les défis qui sont nombreux, surtout en cette période post-crise. Même sentiment chez le ministre Mahaman Babi qui salue la réunion de l'emploi à la jeunesse. Je pense qu'il y a plus de cohérence parce que lorsque vous interrogez les jeunes, ils vont vous dire que la principale préoccupation, ce sont les questions d'emploi. Et je pense que ça va nous aider à atteindre plus de résultats aussi. Les nouveaux, ils sont 6. Tous convergent dans le même sens, travailler pour le renouveau du Mali. Nous avons bon espoir que notre équipe autour du Premier ministre Modibo Keïta fera tout pour que le contrat que le président de la République a pris avec nos compatriotes puisse être rempli. Le défi, c'est surtout d'assainir la fonction publique d'abord et de la rehausser au niveau de celle des grandes nations, avec toutes les compétences requises et avec toute l'expertise avérée. Je pense que c'est une continuité dans l'assainissement du système. À 10h moins le quart, le Premier ministre est sur place. Modibo Keïta, interrogé par la presse sur ses futures actions à la tête du gouvernement, nous répond sur un ton gentil mais ferme. Après le Conseil des ministres, merci. 10 minutes plus tard, le chef du gouvernement accueille sur le perron le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le bateau est maintenant prêt à larguer les amarres. Le capitaine de tribord comme de bâbord est bien entouré. L'équipage battant pavillon malien est prêt à affronter n'importe quelle tempête. Et oui, le président de la République, le gouvernement au complet en place pouvait alors commencer les choses sérieuses. Le Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Aoué Touré. Voilà donc le Conseil des ministres, le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Modibo Keïta s'est réuni ce matin. C'était sous la présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte. Avez-vous donc lecture de ce communiqué? Merci à vous Touré, mesdames et messieurs, bonsoir, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives au titre du ministère de l'économie et des finances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social du Fonds de garantie pour le secteur privé SA, FGSP SA. Le Fonds de garantie pour le secteur privé est un établissement financier créé avec l'avis favorable des autorités monétaires communautaires et agréé par le ministère de l'économie et des finances. Il a un capital social de 4 milliards 882 500 000 francs CFA répartis entre les actionnaires suivants: INPS, BMS SA, PMU Mali, ANPE, BNDA SA, CNPM, BCS SA, BSIC Mali SA et BICIM. L'objet du FGSP SA est de fournir aux banques une contre-garantie partielle à hauteur de 50% au maximum pour les crédits à court, moyen et long terme accordés à des PME relevant du secteur privé et des institutions de microfinance. Et il contribuera de manière notable à l'amélioration des conditions de financement de l'économie nationale, à l'élargissement de l'accès des entreprises et des populations aux services financiers, à la densification du tissu industriel du pays, à la création d'emplois et à la réduction significative de la pauvreté. Il couvre l'ensemble des activités productives des secteurs primaires, secondaires et tertiaires à l'exclusion des activités commerciales. L'État a décidé de participer au capital du FGSP SA à un niveau permettant à la fois de laisser suffisamment de place aux structures ayant une compétence avérée en matière de financement de l'économie dans le secteur et de peser sur les choix du fonds. Le projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Il est adopté conformément aux dispositions de la loi 2014-49 du 19 septembre 2014 pour autoriser la participation de l'État au capital du fonds de garantie pour le secteur privé. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Sur le rapport du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine de la famille, de la promotion et de la protection de la femme et de l'enfant. La loi numéro 2012-07 du 7 février 2012 portant Code des collectivités territoriales en République du Mali définit les domaines de compétences de celle-ci en ses articles 22 pour les communes, 97 pour le cercle et 164 pour la région. Suivant ces articles, chacun des organes délibérants des collectivités territoriales règle par ses délibérations les affaires de son ressort territorial, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Le présent projet de décret fixe les détails des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district en matière de protection et de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille doivent apporter aux collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétences effectués. L'effectivité de ces mesures contribue à une meilleure prise en compte des politiques nationales en matière de genre et en matière de promotion et de protection de l'enfant dans les plans de développement des communes, des cercles, des régions et du district de Bamako. Voilà, c'était le contenu du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. À vous, Aoui. Merci Ibrahima Djombele. Vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal. Mahamadou Diarra, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et Draman Dambélé, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont procédé cet après-midi à la passation de services. Après un tête-à-tête, les deux personnalités ont rencontré les cadres du cabinet des services techniques et l'ensemble du personnel du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Après lui avoir bien évidemment la bienvenue, le ministre Diarra a félicité le ministre entrant Draman Dambélé et réitérer sa disponibilité constante. Le ministre Mahamadou Diarra a remercié ses anciens collaborateurs et les a exhortés à apporter leur concours et accompagnement à son successeur. Le ministre Draman Dambélé a pour sa part salué le travail accompli par son prédécesseur et s'est engagé à poursuivre ce qui a été entamé.
Mamadou Igor Diarra, ministre de l'économie et des finances, a lui procédé à la passation de service avec Madame Boiré et Fili Sissoko, ministre sortant. Donc les deux ont procédé au ministère de l'économie et des finances à la passation des pouvoirs. Dans son intervention, Mme Boiré a félicité son successeur pour la confiance placée en lui par le président de la République pour conduire la mission dont il vient d'être investi et a salué sa grande maîtrise des questions économiques et financières, son engagement et sa disponibilité à servir l'État. Elle a remercié ses collaborateurs pour leur disponibilité et leur loyauté, à assurer le ministre Diarra de sa disponibilité à lui apporter son appui chaque fois que besoin sera. Dans sa réponse, donc, le ministre Diarra a salué la grande expérience, le professionnalisme, le courage et le grand professionnalisme, encore une fois, de Madame le ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Fili Sissoko. Recueillir l'accompagnement des familles fondatrices de Bamako, c'est le sens de la démarche du nouveau chef de gouvernement. Modibo Keïta a rendu visite aux familles Niaré, Touré et Dravé. Bénédiction et échange d'idées ont émaillé cette tournée suivie par notre reporter Alousseni Touré. Modibo Keïta respecte une tradition, rendre visite aux familles fondatrices ou autorités traditionnelles. Une tradition qui prend de plus en plus de l'importance car servant à sonder le peuple. C'était un prolongement du respect de nos valeurs socioculturelles. J'ai eu l'occasion de passer ici, chez les Niaré, les Touré et les Dravé. Alors chaque fois, j'éprouve le besoin de m'entretenir avec eux, de solliciter leur appui, leurs conseils. C'est quand même la citadelle de la sagesse, ou aussi d'un savoir qui n'est pas un savoir universitaire mais un vrai savoir. Alors dans les fonctions actuelles, celles qui sont les miennes, il faut l'accompagnement de tous les Maliens. Cet accompagnement réside dans la grande tradition. Et j'étais venu effectivement, non seulement me confier à eux, mais souhaiter qu'il accompagne le gouvernement du Mali, qu'il accompagne le peuple du Mali, de leurs vœux, de leurs prières. Les préoccupations des Bamakois, ou du moins des patriarches, ont porté essentiellement sur la sécurité, la justice et la paix. Et elles ont exprimé quelques préoccupations relatives à la sécurité, à la paix, au développement économique, à la justice et des mesures de nature à renforcer la cohésion sociale. Elles ont exprimé le besoin d'être entendues par les autorités chaque fois qu'il s'agit des questions d'intérêt national. Je l'ai vivement apprécié, c'est en conformité avec ma vision, avec les objectifs que je poursuis, et je les remercie pour cela. Avec une telle démarche, nul doute que l'action gouvernementale s'inspirera de ces indications pertinentes. Une réaction ce soir suite à la nomination du Premier ministre Modibo Keïta. Le Parena salue la rencontre du nouveau Premier ministre à son initiative avec la classe politique, marquant ainsi de la considération pour les acteurs politiques. Le Parena dit qu'il jugera le nouveau Premier ministre et son gouvernement en leur capacité à négocier dans le cadre du dialogue intermalien, un compromis qui préserve la nation, la cohésion et la stabilité du pays, à traduire devant la justice tous ceux qui sont impliqués dans des malversations financières à l'occasion de l'achat de l'avion présidentiel et des fournitures à l'armée, à faire toute la lumière sur les événements tragiques des 17 et 21 mai 2014 à Kidal, à alléger les souffrances des ménages et améliorer les conditions de vie du peuple, à renforcer la confiance des Maliens en leur pays et ses institutions par une lutte efficace contre la corruption et une bonne administration de la justice. Les États-Unis d'Amérique veulent renforcer la capacité de 6 États africains en matière de sécurité. C'est dans ce cadre qu'une délégation américaine a rencontré les députés maliens. Il s'agissait de recenser les besoins dans le domaine. Au Mali, les défis sécuritaires sont énormes et variés. Le président de la Commission sécurité et protection civile, l'honorable Karim Keïta, sur le sens de cet échange. Il est au micro de Agali Aguissa.
C'est une délégation qui est là, qui représente les différents départements américains, de la justice, de la défense et du département d'État. C'est une mission qui fait suite au sommet de Washington, quand le président Obama a lancé cette initiative gouvernance sécuritaire pour certains pays africains, dont le Mali fait partie. Donc, cette délégation est venue un peu échanger avec les parlementaires maliens. Donc ils ont échangé avec les parlementaires de la commission finances et maintenant les parlementaires de la commission défense. Et donc nous leur avons donné un peu notre point de vue sur la situation au Mali et puis quelles peuvent être les urgences au niveau sécuritaire et au niveau de la défense, voir un peu comment on peut redoter l'armée, comment on peut redoter les services d'investigation judiciaire pour la lutte contre le terrorisme. Un accent particulier doit être mis sur les services d'investigation. Une fin d'année 2014 qui correspond en même temps à la fin de la 4e mandature au Conseil économique, social et culturel. Les travailleurs souhaitent la rélecture des textes régissant cette institution. C'est d'ailleurs autour de cette préoccupation que s'est tenue la traditionnelle présentation des vœux, en présence de notre reporter Ba Traoré. La fin de l'année 2014 correspond aussi à la fin de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Occasion pour les travailleurs de demander la dynamisation de la structure par de nouvelles actions. La première chose, c'est les textes qui régissent le fonctionnement du Conseil économique. Il faut les revoir, il faut les relire. Parce qu'après 20 ans de fonctionnement, ces textes ont montré leurs limites. Nous avons besoin aussi de voir le fonctionnement sur le plan financier, sur le plan matériel. Figurez-vous que chaque année, la Constitution fait obligation au Conseil économique de sillonner tous les pays et voir les Maliens de l'extérieur pour rédiger, collecter à l'attention du président de la République les attentes, les besoins et leurs problèmes. Et ça demande énormément de moyens. Pour l'heure et avec les moyens à disposition, la structure a pu relever de nombreux défis selon le président Djamil Bitar aux commandes de l'institution depuis 2009. Quelle fierté d'avoir pu amener avec vous le Conseil économique, social et culturel au stade où il est arrivé à ce jour. Vous avez parlé de tout ce que nous avions réussi ensemble. J'ai dit on pouvait mieux faire. Mais nous n'occultons pas le fait que nous sommes des humains. Dans ces réussites, nous pouvons dire sans nous tromper que ces réussites ont été souvent parsemées d'échecs. Nous les assumons. La cérémonie a été mise à profit pour projeter devant l'assistance un film qui retrace les 20 ans du Conseil économique, social et culturel. Le dernier temps fort de la journée a été la reconnaissance des travailleurs au doyen Amadou Sankaré, ancien chef du protocole du Conseil économique, social et culturel qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. La Cour suprême du Mali aura en juin 2016 un nouveau siège. Les travaux qui ont démarré en juillet 2013 prendront fin conformément au délai contractuel en juin 2016. Le président de l'institution, Nouhoum Tapili, a effectué une visite sur le site et le taux d'exécution des travaux est de 65%. Garibou Pérou était de la visite. Voilà la fondation du futur siège de la Cour suprême que nous Tapili a visité le 10 juin dernier. Et le voici aujourd'hui. Une architecture R+3 quasiment terminée. Le futur siège de la Cour suprême se décline à une aile réservée à la présidence et une autre au parquet. L'emprise du bâtiment a une superficie de 15 000 m² sur les 3 hectares de la superficie totale du site. Situé à Banakabougou en commune 6 du district de Bamako, le futur siège de la Cour suprême est composé de 150 bureaux environ, d'une bibliothèque de 100 places, des salles d'audience de 200 places chacune et une troisième de 1000 places. Le 10 juin, quand nous venions, c'était juste à la phase d'implantation du bâtiment. Et pour des gens non initiés comme nous n'avions pas très bien compris ce qui se passait. Présente au Mali depuis 1965, l'entreprise chinoise Chesec a déjà montré ses preuves dans la réalisation de gros travaux. Ici, elle a employé 300 ouvriers qui font tourner quotidiennement les roues. La Cour suprême a eu confiance en nous pour nous attribuer ces travaux-là. Et vraiment, aussi, vu ma présence de près de 30 ans au Mali, et avec les bons sentiments que j'ai acquis pour le Mali, vraiment, cela me donne plus de courage et plus d'énergie vraiment à réaliser ces travaux-là dans la qualité. J'exprime ma totale satisfaction et toute ma fierté de voir
ce joyau architectural qui va abriter la plus haute instance judiciaire du pays et qui va abriter aussi la 4e institution de la République. Donc vous comprenez que pour la première fois depuis l'indépendance, nous pouvons dire qu'un bâtiment digne de la Cour suprême verra ici le jour. Les experts confirment déjà qu'aucune Cour suprême en Afrique n'est aussi mieux siégée. La fin de ces travaux qui ont coûté à l'État malien 10 milliards de francs CFA est prévue fin juin 2016. Contribuer au processus de transfert de technologie par l'approche de la recherche agricole intégrée pour le développement, c'est l'objectif d'un atelier de concertation qui a ouvert ses travaux ce mercredi même ici à Bamako. Le suivi des résultats de cet atelier permettra aux petits producteurs de créer plus de richesses à travers des chaînes de valeur plus compétitives. Compte rendu, Mamouro Sidibé. Cet atelier sur l'opérationnalisation des plateformes d'innovation dans le processus de division des technologies éprouvées a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la productivité agricole. Cette augmentation concerne les filières prioritaires comme les céréales, le bétail viande, les fruits et légumes. Une approche proposée comme système d'innovation pour générer et diffuser des technologies adaptées aux besoins des petits producteurs en Afrique subsaharienne. Elle est née du constat que pendant plusieurs décennies de l'après-colonisation, les technologies générées par la recherche ont été insuffisamment adoptées par les petits producteurs de l'Afrique subsaharienne. De l'approche descendante de recherche et de transfert de technologies agricoles des années 1960 à 1970, en passant par les approches holistiques et participatives dans les années 1970 à 2000, il a fallu développer une approche de système d'innovation plus inclusive à partir des années 2000. Cet atelier est l'opportunité de faire le point de la plateforme et de voir comment l'étendre afin de faciliter la concertation entre chercheurs, producteurs, transformateurs et commerçants en vue de résoudre des problèmes d'intérêt commun. 3 défis sont à relever pour faire de l'agriculture une entreprise rentable. D'abord, payer le prix de l'innovation. Ensuite, celui de la diffusion et ensuite de son adoption dans un contexte où les ressources financières font cruellement défaut. Le suivi des résultats qui découleront des travaux permettra de mieux valoriser les acquis sur le terrain. La 37e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré a eu lieu ce matin. Pour cette année 2015, l'hôpital Gabriel Touré entend mobiliser plus d'1,124 milliard de nos francs. Compte rendu, Boubacar Sissoko. Cette 37e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré a adopté le procès verbal de la session dernière, examiné le rapport d'activité de 2014 pour ensuite analyser le budget de 2015. Le budget 2014 arrêté en équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 4,9 milliards de francs CFA a été exécuté à hauteur de 3,3 milliards, soit 68%. Sur une prévision de consultation de 99 400, nous en avons eu 114 198, soit une réalisation de 114%. Pour les hospitalisations, sur 67 800 prévus, nous avons enregistré 36 000, soit 53%. Au cours de l'année 2014, nous avons connu des insuffisances en recettes propres, dont la conséquence directe a été le retard de paiement des primes de garde, des ristournes et les salaires des contractuels. En termes de perspectives pour cette année 2015, en cours, l'administration entend mettre l'accent sur la formation, l'amélioration de l'accueil et la rénovation du service de la réanimation adulte. Concernant les ressources propres, nous prévoyons de réaliser au titre des activités hospitalières, de la pharmacie hospitalière et du recouvrement un total de 1,124 185 000 CFA. Nous comptons sur un appui budgétaire à hauteur de 4 743 732 000 CFA. Les administrateurs ont félicité l'administration et le personnel du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré pour le bon climat social qui a prévalu durant 2014. C'était aussi le lieu d'apprécier la riposte engagée contre la maladie à virus Ebola au cours de l'année écoulée.
Ouverture demain de la 11e foire exposition internationale de Bamako, FEBAC. Les produits et services d'une vingtaine de pays seront présentés sous des chapiteaux disposés à travers un espace de 7000 m². L'organisation de la foire, qui a nécessité un investissement de plus de 500 millions, reçoit 500 exposants de divers domaines. Le collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a animé une conférence pour annoncer l'événement. Moïse Traoré a suivi ce point de presse pour nous. Le site de la 11e foire exposition internationale de Bamako, FEBAC, est un espace de 7000 m². L'innovation consiste à disposer les biens et services de la vingtaine de pays représentés dans des chapiteaux. Sur les 500 exposants, 380 seront sous abri aménagé. Le deuxième aspect qui est nouveau également, c'est que nous faisons un salon professionnel à côté de l'espace marchand. C'est-à-dire que ce sont les entreprises professionnelles qui sont là, qui viennent promouvoir leurs affaires, rencontrent des gens dans les séances B2B pour concrétiser des opportunités. Et on a enfin le troisième segment traditionnel, qui est l'exposition vente des biens et services, que nous connaissons très bien et qui nous a fait mériter le nom de Grand Doula de l'Afrique de l'Ouest. La FEBAC se tient du 15 au 25 janvier 2015 avec un forum autour de la relance économique au Mali le 18 janvier. À partir de cette date, le comité d'organisation espère pouvoir faire de la place aux 200 demandes de stands en attente. Les présentes installations de la foire ont nécessité un investissement de plus de 500 millions. Le Royaume du Maroc en est l'invité d'honneur. Une cérémonie de remise de kits aux veuves des tricycles aux personnes handicapées physiques, de cannes blanches aux personnes handicapées visuelles, s'est tenue au centre, la remise s'est tenue au centre de développement social de la commune 2 du district de Bamako. Et selon la directrice régionale du développement social, l'appareillage de personnes handicapées a été placé en bonne place alors. Les organisateurs du Festival international de Sélingué Urban Music et Mode étaient face à la presse au Palais de la Culture. Objectif, informer les hommes de médias sur le lancement de l'édition 2015. Cette année, l'événement se tient sous le signe de la réconciliation nationale. Cheikh Oumar Sangaré, compte rendu. Culture et réconciliation nationale, c'est le thème retenu pour la 4e édition du Festival international de Sélingué Urban Music et Mode. L'événement, habituellement organisé en mars, aura lieu du 1er au 3 mai prochain. Ce décalage s'explique par la situation financière dans le pays et la maladie à virus Ebola. À l'affiche de ce rendez-vous culturel, il y aura les activités habituelles avec une touche d'innovation. Cette année, nous allons avoir 2 grandes conférences débats. Le mois de mai, ça coïncide avec la période de forte chaleur. Donc nous offrons la plage à tous ceux qui voudraient aller échapper un peu à la chaleur sur les plages. Nous avons aussi le night, la boîte de nuit en plein air. Après les concerts, c'est des espaces que nous offrons aux festivaliers. Les concerts géants seront alternés avec des défilés de mode. Une pléiade d'artistes comme Abdoulaye Diabaté, Safi Diabaté, Amadou et Mariam Milmo seront sur le podium, sans oublier l'invité surprise. Aussi, des stylistes modélistes de taille sont attendus. Côté malien, nous avons Mimi Pedro, nous avons Tawati et Pain d'Or. Maintenant, sur le plan international, nous avons Farah Fashion, une indienne. Nous avons Afrifashion qui vient de Malawi et Donna Zara du Niger. La commission d'organisation est à pied d'œuvre pour corriger les imperfections organisationnelles constatées lors de la précédente édition. Le budget prévisionnel pour cette 4e édition du Festival international de Sélingué Urban Music et Mode s'élève à un peu plus de 100 millions de francs CFA. D'un festival à un autre, informer les médias de la tenue le 19 février prochain de la 10e édition du festival Kai Medine Tamba. Tel était l'objectif d'une conférence de presse qui a regroupé autour de la promotrice de ce festival des autorités politiques et des journalistes. C'était lundi dernier à Kai, dans la salle de conférence de l'hôtel Kamankrolé. De Kai, nous retrouvons Kansoutou Kanouté.
À l'orée de la célébration de la 10e édition du festival Kai Medine Tamba, prévue pour le 19 février 2015, dans la commune rurale de Awadembaya, Mme Gengen Alice Dako, promotrice de ce festival, a voulu échanger avec les journalistes sur le programme de cette 10e édition. Un programme qui va connaître des innovations cette année. Au cours des échanges, les journalistes ont souhaité être mieux édifiés en posant des questions sur l'impact du festival Kai Medine Tamba dans la région et la non-gratuité cette année de certaines activités telles que les concerts entre autres. Depuis 9 ans, tout est gratuité, et je pense que nous n'arrivons pas à faire beaucoup pour la commune avec cette façon de faire. Donc nous avons sensibilisé les uns et les autres, les mamans qui sont là, vous les avez entendues, elles sont partantes depuis l'année dernière, elles voulaient instaurer cela pour qu'elles puissent vendre les mets de la région de Kai aux festivaliers, et les jeunes aussi les amener pendant le festival, après le festival, à protéger le site de Médine pour que les uns et les autres qui vont visiter le fort et le village après nous puissent vraiment être satisfaits et pouvoir revenir. Des gestes ponctuels chaque année qui permettent aux femmes de pouvoir alléger leurs travaux. Notamment, je fais allusion à l'acquisition de moulins. Je fais aussi allusion à l'acquisition des moustiquaires imprégnés. Je fais allusion à l'acquisition de 2 minibus qui servent aujourd'hui d'ambulance de part et d'autre de la rive de la commune. À rappeler que le thème retenu pour cette 10e édition est Femmes, enfants, moteurs du développement. Maouloud à Nioro du Sahel, comme tous les ans, la Zawiya de Cheikh Hamala a abrité les festivités du Maouloud, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'était vendredi 9 janvier à Nioro du Sahel. Le reportage de Moussa Diakité et Papa Oumar Diop. C'est sous une grande surveillance sécuritaire que s'est déroulée l'édition 2015 du Maouloud, anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. En plus des mesures prises par les autorités locales à l'entrée de la ville, il fallait obligatoirement se laver les mains au savon pour accéder à la Zawiya. Cette fête religieuse traditionnelle appelée Ismoun Nebi s'est également tenue en l'absence du grand shérif cette année, empêché pour raison de santé. Malgré tout, plusieurs milliers de fidèles musulmans venus de tous les coins du pays et même de nombreux pays africains ont afflué vers la cité religieuse de Nioro du Sahel, capitale spirituelle du Amalisme. Ils se sont regroupés autour de Mohamed Bouya Haïdara ou Bouyanchini pour donner à l'événement tout son contexte. L'occasion était bonne pour les hamalistes de prier pour la paix au Mali, en Afrique et dans le monde et pour que notre pays soit épargné de la maladie à virus Ebola. Ils ont également invité les musulmans à l'unité, à la solidarité et à la tolérance religieuse telle qu'enseignée par Cheikh Amaoula. Le médecin-chef, le docteur Seydou Diallo, a pris toutes les dispositions qui s'imposent en touchant les autorités religieuses pour la bonne tenue de ce baptême. En tant que représentant de l'État, là où toutes les populations se retrouvent pour en communion, l'État doit être présent. On pouvait également noter à cette édition 2015 de Ismoun Nebi la présence du représentant du calife général des Mourides de Touba en République sénégalaise. Je suis venu pour la première fois l'an dernier. J'ai vu que Maulana Hamahullah était très proche et très bon collaborateur avec Cheikhouna Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Comme toutes les fêtes religieuses, cette édition 2015 était animée par des zikrs et chants religieux, des invocations du nom d'Allah, le miséricordieux, des mélodies religieuses venues de tous les coins du Sahel, avec un point commun, la ilaha illallah, Dieu est unique. Coupe d'Afrique des Nations, jour J-3, les 16 meilleures sélections du continent vont s'affronter pour le titre de champion d'Afrique. Suite de la présentation de poule ce soir, place au groupe B, composé de la Zambie, de la RD Congo, de la Tunisie et du Cap-Vert. Décryptage de ces formations de ce groupe B avec Ousmane Dao.
Tête de série lors du tirage, la Zambie sera de retour avec plaisir en Guinée équatoriale où elle a remporté la CAN 2012 conjointement organisée avec le Gabon. Éliminée au premier tour lors de la dernière édition, la Zambie reste pourtant toujours invaincue en phase finale des CAN depuis 2010. Aujourd'hui, les Chipolo sont en pleine reconstruction malgré la présence de quelques anciens comme Kennedy Mouene, Stopila Sunzu, Christopher Katongo, Redford Kabala et Emmanuel Maluka. Cette formation zambienne sera revancharde et ne va rien lâcher comme à son habitude. Quant à la République démocratique du Congo, elle renoue depuis 2 ans avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle s'est qualifiée comme meilleure troisième, ce qui n'enlève rien à la valeur de son effectif, car tout le monde a encore en mémoire sa victoire convaincante à Abidjan face aux éléphants pendant les éliminatoires. Cependant, le football congolais est un football à 2 visages, présent au niveau des compétitions des clubs avec le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club, mais méconnaissable quand il s'agit de l'équipe nationale. Éliminés en 2013 sans perdre un match de poule, les Simba espèrent ajouter une 3e étoile à leur maillot. La dernière, c'était en 1974. À présent, la Tunisie qui va en Guinée équatoriale avec les faveurs de pronostics et pour cause, les Tunisiens sont 2e africains au classement FIFA, ce qui donne à la Tunisie un crédit même si elle passe à côté des grands rendez-vous depuis sa victoire en 2004. Et puis les Aigles de Carthage ont souvent des difficultés hors de leur base. Pour pallier cela, le sélectionneur belge compte sur la jeunesse de son effectif, constitué à majorité de joueurs évoluant à domicile, plus quelques expatriés qui pourront apporter leur expérience. Le petit poussé de cette poule, sur papier, il faut le préciser, est un adversaire redoutable qui fait désormais figure d'épouvantail. Le Cap-Vert, c'est de lui qu'il s'agit, a étonné en 2013 en atteignant les quarts de finale lors de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Il faut continuer à se méfier des requins bleus menés par d'excellents joueurs qui ont empêché le Cameroun d'aller à la CAN en 2013 et ont été à un doigt de jouer la dernière Coupe du Monde, n'eût été un problème administratif, justement au profit de la Tunisie qu'ils ont battu sur le terrain. Ce groupe B sera très équilibré avec la Zambie couronnée en 2012, la Tunisie plus à l'aise dans les éliminatoires que dans le tournoi final, la République démocratique du Congo qui compte sur ses joueurs locaux que sur ses expatriés et le Cap-Vert pour qui le costume de petit poussé est devenu plus grand aujourd'hui. Voilà, la fête du football, c'est pour samedi prochain en Guinée équatoriale. Avant de boucler définitivement ce journal, une nouvelle publication, Cheikh Moukoutari Diarra, diplomate écrivain, dans une série de nouvelles, aborde la diversité des situations sociales, les humeurs et les sensibilités personnelles. Vous voyez la publication sur les images qui s'appelle La Case de Banco. La Case de Banco, donc, est une œuvre qui fait plonger le lecteur dans une méditation profonde et un effort intellectuel intense. La Case de Banco a comme maison éditrice les éditions Jamana. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h-13h. Ce sera une présentation de Rachel Tessougué et je me ferai le plaisir d'être là, Inch'Allah, pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous. Au revoir.